J'ai toujours eu un caractère très fort et je me suis toujours dit que je partirais à la première gifle, comme on dit. Mais on part pas. Lui, il le disait clairement que j'allais mourir si je partais. Donc, j'avais peur de mourir. J'ai jamais réussi à partir, à part à la naissance de mon enfant. Ça m'a fait un électrochoc. J'avais ce petit bout qui avait besoin de moi, donc j'ai pas eu le choix de prendre sur moi et... Pardon. J'avais pas le choix de me sortir de là. Et ça a été je pense que ça a été la plus grande épreuve de ma vie. C'est de partir. Et j'aurais voulu que ce soit plus facile. Mais ça a été une véritable descente aux enfers. À force d'entendre que j'étais une sous-merde, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, on n'a plus confiance et on se dit... je vais faire comment, quoi, avec ce petit bébé. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis partie. Et il me recherche encore pour me tuer. Donc, je me bats encore aujourd'hui contre... Voilà, cette mort qui me pourchasse encore et encore. La parole des femmes victimes de violences conjugales est rare. Elles sont piégées, paralysées par la peur et souffrent en silence. Et une question demeure, pourquoi ne partent-elles pas ? En Suisse, la violence en couple est la forme la plus courante de violence envers les femmes et le risque de féminicide est particulièrement élevé après une séparation. En 2025, 19 femmes sont mortes sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire. Et alors que nous débutions la préparation de ce reportage en janvier 2026, la Suisse était frappée par son premier féminicide. C'était à Genève, elle aurait eu 52 ans. 1 minute de silence, tout le monde. Centre La Vie, Genève. Si j'ai bien compris, vous avez recueilli une femme qui est victime de violences conjugales, c'est ça ? Clémentine Vernet est répondante sociale au Centre La Vie, le centre d'aide aux victimes d'infractions. Chaque canton a son propre centre. À Genève, le téléphone sonne tous les jours pour de la violence conjugale. Nous, ce qu'on peut activer, c'est effectivement un hébergement en urgence. Est-ce que madame est seule ou elle a des enfants ? Est-ce que vous savez, vu qu'elle a été hospitalisée, si elle a pu faire un constat médico-légal ? On m'a tout de suite expliqué qu'il y avait eu un étranglement. Et ça, c'est une infraction typiquement de notre sort, donc je n'ai pas besoin de gratter plus d'éléments à ce stade pour éviter de mettre aussi à mal les gens qui racontent l'histoire et qui s'imaginent ou qui revivent les événements. Donc juste avec cet élément-là, ça me suffit pour octroyer les prestations, donc l'hébergement d'urgence, sans recevoir la personne, et ensuite lui fixer un rendez-vous pour la suite. Le Centre La Vie va rapidement recevoir cette personne pour un entretien confidentiel, c'est la procédure. Selon ses besoins, elle pourra consulter un avocat ou un psychothérapeute gratuitement et sans avoir besoin de déposer plainte. Est-ce que madame a de l'argent ou est-ce qu'elle a besoin qu'on lui donne rapidement de l'argent pour qu'elle puisse manger ? Moi, je vais m'occuper de chercher l'hôtel et puis je vous rappelle d'ici quelques minutes, ça vous convient ? Comment ça se fait que la première étape, c'est de réserver un hôtel et pas de faire appel à un foyer ? Normalement, on fait appel au foyer, mais on sait qu'ils sont complets. Centre La Vie, Genève ? L'hébergement est une prestation cruciale pour permettre aux personnes victimes de quitter le domicile. D'ailleurs, la Suisse oblige les cantons à avoir des lieux d'accueil d'urgence. À Genève, cette mission est confiée au foyer Le Pertuis de la Fondation officielle de la jeunesse.
Ce jour-là, Véronica Moreno reçoit une jeune femme victime de violences conjugales qui entre au foyer. Le foyer de Pertuis, on accueille pour une courte période qui est limitée normalement à peu près 1 mois. C'est le temps aussi d'essayer d'accompagner la personne qui vit cette situation sur comment sortir de cette période un peu de crise et puis trouver une solution pour la suite. Donc vous, c'est vrai que ça fait un moment que vous êtes partie déjà du domicile. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Mais j'ai quitté le domicile du papa suite à des violences conjugales. Je suis partie, j'ai été hébergée chez une amie. Nadia était sur la liste d'attente du foyer depuis 1 mois. En attendant qu'une place se libère, elle vivait dans une petite chambre d'hôtel avec ses 3 enfants en bas âge. Vous avez pu un peu leur expliquer, mettre des mots sur tout ce qu'ils sont en train de vivre, ça va? J'ai pu en parler avec le grand. C'est compliqué aussi pour lui parce que ces dernières années, il a subi énormément de déménagements. Et celui de 5 ans, c'est plus compliqué pour lui de comprendre, s'adapter à chaque fois dans un nouvel environnement. Et vous avez un peu du soutien par rapport à tout ça Non. L'entretien va se poursuivre pendant plus d'1 heure. Le compte à rebours commence. Véronica et ses collègues ont 30 jours pour aider Nadia à trouver une solution pour la suite. Un foyer à long terme ou un logement. La question un peu de la fin de prise en charge de la vie, en fait, qui se pose. Le foyer Le Pertuis peut accueillir 13 adultes, avec ou sans leurs enfants. Cette petite structure fonctionne grâce au travail de l'équipe éducative présente 24 heures sur 24. Depuis le début de l'année, le foyer est sous tension permanente et manque de place. Place, ça va à partir de quand? Vous avez une idée? Alors pour la suite, un grand point, c'est la liste d'attente qui est actuellement très très longue. On a entre 25 et 30 personnes alors qu'on a classé déjà pas mal de gens. Donc jeudi dernier, j'ai quand même dû faire 7 hôtels pour trouver une place. C'est pour ça que Et c'est un peu ce qui s'est passé mardi soir. C'était une mère avec 2 enfants, j'ai appelé tous les hôtels et aucun... Et ils m'ont dit, ouais, c'est la haute saison. Il y a une grosse période là. Il y a eu c'est trop. Janvier, février, c'était une grosse période où ça s'arrêtait. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un qui va venir pour un entretien à 2h de l'après-midi puis que tu reportes jusqu'à 17h parce que tu n'as que les téléphones tout le temps à gérer, ça va pas quoi. Et l'intendance. Et l'intendance. Voilà, aussi faire à manger, faire les courses. Oui, mais Et on sent quand même cette tension que le foyer vit avec une telle liste d'attente. Oui. Les violences psychologiques ont été reconnues en fait par la LAVI tout récemment, ce qui a un impact considérable sur la prise en charge au sein du Pertuis, c'est-à-dire qu'il y a forcément plus de demandes, ce qui fait que l'équipe, on n'a pas grandi en effectif, contrairement à nos partenaires LAVI, et du coup il y a une surcharge de travail qui est nommée et une surcharge émotionnelle aussi. En plus d'assister des personnes en situation de crise, la petite équipe gère le bon fonctionnement du foyer et les tâches ménagères quotidiennes. Les femmes qui arrivent dans un foyer d'accueil d'urgence portent souvent un lourd fardeau, entre le vécu de violence et la peur de l'avenir. Je suis bien ici, je me sens à l'aise, je me sens dans une sécurité. C'est calme et les voisins sont gentils aussi. C'est des femmes comme moi, alors je me sens à l'aise. Sam est au foyer depuis 1 mois. Empêchée de rentrer là où elle vivait, elle s'est retrouvée seule à dormir dans la rue. J'attends un bébé, à bientôt. Oui, il est là encore, j'attends. Je suis heureuse pour ça. Ouais, c'est la seule chose qui est bien dans ma vie en ce moment. Ouais. Le Pertuis, c'est une situation d'urgence qui est limitée dans le temps. Pour Oui. vous, la suite, vous avez une idée? Oui, ils ont dit qu'il y a deux foyers, que j'attends la réponse, mais je vais rester ici jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre place pour moi. Le grand, il n'a pas voulu...
Sans manger Les femmes qui sont hébergées en foyer sont souvent très seules et n'ont pas d'entourage. Sans professionnels pour les épauler, elles se retrouvent fragilisées, vulnérables, avec le risque de retourner vivre auprès de l'auteur des violences. La nuit, c'est toujours un moment délicat pour les personnes victimes de violences. Les peurs et les angoisses peuvent ressurgir. Pour veiller à la sécurité du foyer et des résidentes, une personne de l'équipe éducative dort dans une chambre de garde. On a toujours le téléphone à côté en cas d'urgence, en cas d'appel, on doit être disponible 24 heures sur 24. Donc, bon, c'est pas tout le temps que le téléphone il sonne, mais voilà, ça nous arrive de devoir répondre à des urgences et autres, et de devoir même orienter des personnes si on est complet, ou même accueillir des personnes pendant la nuit si on a des places disponibles. Sauf que les places manquent et sont même inexistantes dans certains cantons. Le Bureau de l'égalité genevois révèle une autre problématique. La majorité des victimes de violences ne sollicitent aucune aide officielle. On peut donc imaginer que le nombre de cas est sans doute bien plus important. La plupart des victimes de violences, elles sont à la maison parce qu'elles ont peur de perdre la garde de leurs enfants, elles ont peur des conséquences financières, elles ont peur de perdre un statut de séjour. Si elles en ont un, elles sont prises dans ces conflits internes de est-ce que je pars, est-ce que je reste, et puis cette espèce de zone de je connais la situation de violence, mais est-ce que je suis prête à franchir le pas pour aller vers de l'inconnu? Valérie Vizard est psychologue et intervenante au Centre La Vie de Genève. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle aide les personnes victimes de violences dans leur parcours. Ces messages, typiquement, il n'aurait pas dû vous les envoyer, il prend contact avec vous alors qu'il y a une mesure d'éloignement. Ça, c'est typiquement des choses qu'on peut relayer au tribunal. Les deux facteurs de risque principaux pour une escalade de la violence, voire même du féminicide, c'est la grossesse et la séparation. Donc on sait que c'est des moments très à risque. Et malgré tout ça, les messages qu'on va donner aux victimes, c'est « quittez-le, séparez-vous et partez de la maison ». Véronique Landry, elle, n'est jamais partie. Pendant 20 ans, elle a vécu en silence des violences conjugales qui ne cesseront qu'à la mort de son mari. Elle a travaillé 30 ans comme monteuse à la RTS et sa carrière a fait d'elle une référence dans le paysage audiovisuel roman. Aujourd'hui à la retraite, elle visionne son tout premier montage en pellicule. Si c'était possible, j'aimerais un modèle type, quoi, une lettre d'amour en fait, mais qui ait l'air original. Je suis pas écrivain. Mademoiselle, j'aimerais bien vous connaître, etc. Ça va pas, il faut que je trouve quelque chose. Je me souviens absolument pas du sujet, en fait. J'ai jamais compris pourquoi les gens avaient envie de travailler avec moi. En fait, c'est aussi ça. Je me disais, bon, puisque ça marche, alors super, profitons-en. Voilà. C'était un peu mon havre de paix, en fait. Je pouvais aussi m'exprimer, ça m'a maintenue en vie, quoi, si on peut dire. Ouais, c'était... Heureusement que j'avais ça. Si j'avais eu un boulot un peu moins créatif, disons, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de continuer à vivre normalement. Véronique a mis en lumière tant de récits et monté une 50aine de reportages pour Temps Présent. Et c'est dans cette émission qu'elle choisit de raconter son histoire pour la toute première fois. Ça fait 20 ans que c'est terminé et que ça me hante toujours. Je trouve ça important que ça soit dit, quoi. J'ai toujours des flashs, des périodes aussi, des fois tout d'un coup, et j'ai plein de souvenirs qui reviennent. C'est des mauvais souvenirs, que des mauvais souvenirs qui me reviennent en fait. Les bons, j'en ai plus. Il m'attrapait, il m'a tiré par les cheveux, il m'a fait des bleus au bras en me tirant. Il m'a sorti de la maison par les cheveux, ouais. Fermé la porte à clé en hiver, enfin bref. Et puis un coup de tête par exemple, où pendant une semaine après j'avais mal au nez, mais ça se voyait pas. Et puis c'était pas des trucs...
c'est pas comme si j'arrivais avec les yeux au beurre noir et puis que je pouvais pas le cacher, quoi. Puis la fois où je suis allée me plaindre à la police, ils m'ont dit... J'avais pas de bleu. Et donc ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas m'aider. Peut-être ça, ils le savaient aussi. C'est pour ça que quand je lui disais, mais tu m'as fait mal, ils me disaient, ouais, mais c'est rien, ça, c'était des caresses. Si tu veux vraiment que je te défense, tu verras. Mais les humiliations, ouais, non, ça me touchait beaucoup plus, quoi. Ils me traitaient de bécasse, ils me traitaient de pute, ils me rabaissaient tout le temps pour tout, quoi. Et puis c'était une façon de m'anéantir, parce qu'en fait, je me disais, ah ouais, je suis vraiment comme ça, au fond. À force de le dire, hein, je le croyais un peu, quoi. Sans le savoir, Véronique vivait ce qu'on nomme aujourd'hui le contrôle coercitif. Son conjoint exerçait sur elle un contrôle continu et répétitif et lui faisait vivre toutes sortes de violences psychologiques, comme l'intimidation, la manipulation, la surveillance et la dévalorisation. Quand je lui disais que j'allais le quitter, il me disait, mais moi je garde les enfants de toute façon parce que t'es trop conne, ils te les donneront jamais, même au tribunal, ils vont pas te les attribuer. J'ai toutes les chances, moi. Je sais pas, il arrivait à me faire croire que j'étais incapable, quoi, de m'occuper de mes enfants, alors que je faisais ça tout le temps. C'est quand même assez incroyable quand je me regarde en arrière, de me dire, mais comment j'ai pu croire ce qu'il me disait, quoi. Je sais pas, je suis pas conne, j'ai un boulot intéressant, je comprends les choses, j'ai un avis politique, j'ai du caractère, donc ça m'est arrivé assez souvent d'essayer d'en parler puis de voir, c'est non, mais toi, ça m'étonnerait. Vous avez essayé de partir aussi? Oui, mais bien sûr, plusieurs fois, mais il y a eu plusieurs tentatives, puis... Alors la première, une des premières, c'était avant même les 2 autres enfants de lui. J'avais contacté le foyer à Rabel. Et puis j'étais prête à aller vivre là-bas. Puis là, il est accalmie, gentillesse, machin, tout fait pour que je revienne, quoi. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Jusqu'à que ça recommence. Un petit câlin. Ce cycle répétitif, Véronique l'a vécu de nombreuses fois. À chaque fois qu'elle essayait de s'échapper, il faisait tout pour qu'elle revienne. J'ai retrouvé des vieilles photos, j'ai crié. C'est une stratégie bien rodée dans le contrôle coercitif. Isoler la victime. Véronique en est l'illustration parfaite. Sa famille et ses amis sont tous écartés. Seule Chantal, une amie de son mari, était tolérée. Oh. Elle est bien celle-ci, hein? Alors je lui disais, mais il faut le quitter, mais c'est facile à dire, mais après à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais non, c'était pas simple. Moi, je me sentais impuissante et dépitée parce que je savais pas quoi faire. Et puis voilà, la photo que tu aimais bien aussi, non? Ah oui. L'entourage peine à comprendre comment une femme comme Véronique, connue pour son caractère affirmé au travail, capable d'assurer seule les revenus de sa famille, a-t-elle pu se retrouver piégée? Le mécanisme de l'emprise dépasse souvent la logique apparente. Il sape l'estime de soi, rendant la victime impuissante, incapable de voir la sortie, même quand elle semble évidente vue de l'extérieur. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous étiez dit comme ça, de se dire, si un jour je vis de la violence, je pars? Non, je m'étais même pas... Mais je pouvais pas imaginer que ça existait. Moi, je venais de mon petit village avec des parents géniaux. J'ai vécu une enfance dorée, une jeunesse dorée. Et ça aussi, je regarde beaucoup. Pas avoir pu donner le bonheur que j'ai eu quand j'étais enfant. J'étais aussi coincée qu'eux, finalement, dans cette espèce de secte familiale, si on peut dire comme ça.
C'est sympa. Les violences conjugales, c'est vraiment quelque chose d'insidieux. Et si la violence s'est répétée durant des années, ça déstructure une personne. Et le temps que ça va prendre, il est au moins celui des violences, voire même le double, pour réintégrer un semblant d'estime de soi. La reconstruction pour les personnes victimes est très longue, et c'est d'ailleurs la mission principale des foyers d'accueil à plus long terme, comme le foyer Arabelle à Genève. Mais pour cela, il faut qu'une place se libère, et les places sont rares. Le foyer a 18 chambres et 4 appartements relais. Les résidentes sont hébergées en moyenne 9 mois. Par respect pour leur intimité et pour garantir leur sécurité, les résidentes de ce foyer ne seront pas filmées. Comment vous vous sentez? Je sais pas, sincèrement. J'ai peur un peu, je suis contente un peu, toujours un peu. Ouais. Voilà, c'est... Beaucoup d'émotions. Beaucoup bouleversée. Ouais. Joëlle Borrua est l'éducatrice référente de Yasmina. Elle suit sa situation depuis son entrée au foyer. Pour moi, ce qui est très important, c'est que la personne se sente soutenue. Et je pense que c'est grâce à ce soutien-là qu'elle va aussi en fait reprendre confiance en elle et pouvoir avancer, justement ensuite repartir avec d'autres ressources et d'autres outils pour continuer et vivre en indépendance. Yasmina est justement sur le chemin de l'indépendance, mais elle revient de loin. Elle vivait dans un autre pays lorsqu'elle a rencontré son futur mari qui, lui, habitait en Suisse. Lorsqu'elle arrive à Genève, elle se retrouve rapidement privée de liberté. Quand je suis arrivée en Suisse, je suis arrivée avec mes rêves, le rêve d'une famille, d'enfants. Je laissais mon travail aussi là-bas. Quand je suis arrivée ici, j'étais choquée. Il faut pas travailler, il faut pas faire ça, il faut pas parler avec cette voisine. J'étais comme une marionnette pour lui. Pendant ma grossesse, j'ai vécu plusieurs scènes de violence. À cause de ça, j'ai accouché de mon fils prématuré. À chaque scène de violence, lui, il m'accompagne toujours. Aux urgences, je garde le silence aussi. Si lui, il me menace d'une manière indirecte, il ne faut pas dire à personne de nos problèmes. Le service social, il va prendre le petit. Comprenez ce que je veux dire? La peur de perdre mon fils. Pendant 3 longues années, Yasmina endure un calvaire. Violence physique, psychologique et financière. Son mari pouvait la laisser parfois seule avec leur bébé des jours entiers, sans argent pour manger. C'est finalement grâce aux hôpitaux universitaires de Genève, la seule institution qu'elle connaissait au moment de son départ, qu'elle arrive à quitter son domicile. Voilà, on est entré dans un conflit. Voilà, il me pousse, comme d'habitude, il m'insulte gravement. Il me met sa chaussette à ma bouche. Voilà, gravement. En ce moment, je suis pas un être humain. Je sentais comme, même les animaux, on respecte les animaux. J'ai pris ce que j'ai à moi, c'est mon petit et mes vêtements. Et j'ai quitté vers l'inconnu, parce que je sais pas ce qui se passe après. Mais juste, j'ai quitté, c'est tout. Si je restais sincèrement, je meurs, hein. Je peux mourir là-bas. Et tourne. Je suis arrivée avec un enfant fatigué, un enfant frustré. Il a un retard. Encore? La psychomotricité, elle aide beaucoup mon fils. Tourne. Pour s'améliorer, pour marcher aussi, pour bouger. Oh, un pied. Ici, il y a des gens qui cherchent le bien-être de mon fils. Voilà, l'organisation de la chambre, le jouet, les spécialistes. Qu'est-ce que je demande plus que ça? Voilà. À l'époque, à Arabelle, les résidentes arrivaient avec leurs enfants et c'était, j'aime pas, c'est un peu péjoratif, mais la pièce rapportée. On se concentrait exclusivement sur la femme victime. On s'est rendu compte que non, les enfants exposés sont toujours victimes de violences avec des conséquences qui peuvent être au niveau du comportement, relations avec les autres enfants, au niveau alimentaire, au niveau aussi de maladies cardiovasculaires ou autres, et une proportion évidemment à rencontrer des difficultés beaucoup plus importantes dans leur vie d'adulte plus tard et de revivre malheureusement des violences en tant qu'auteur ou victime plus tard. On essaye d'agir très rapidement, parce que plus on agit rapidement, mieux c'est dans ces situations-là. Donc c'est pour ça qu'on a la crèche, un outil qui est indispensable, parce que ça nous permet de mettre l'enfant à l'abri, de lui faire vivre autre chose.
et surtout de pouvoir analyser de façon assez fine avec des professionnels divers horizons quels sont les impacts de ces violences par rapport aux enfants et surtout de pouvoir mettre les mesures immédiates nécessaires en place. Ici, voilà. Quelque chose là-dedans. Voilà. En Suisse, près de 27 000 enfants sont victimes de violences conjugales chaque année. En plus de la crèche, l'association Foyer Arabelle met l'accent sur l'accompagnement des enfants qui sont hébergés au foyer, avec une équipe pluridisciplinaire et offre un soutien à la parentalité. Une démarche essentielle pour briser le cycle de la violence. Vous connaissez les habitudes de tout le monde ici ? Pas tout le monde, mais une bonne partie quand même. Parce qu'on s'inquiète de ce qu'ils aiment pour leur faire plaisir. La nourriture apporte un certain apaisement, un plaisir, donc amène un sourire, voilà. Les résidentes partagent les lieux communs, comme la cuisine et le salon. Même si la vie en communauté n'est jamais simple, elle permet parfois de se sentir moins seule. Chacun notre tour, en fait, on doit faire soit la cuisine, soit le salon. Et les éducateurs nous aident toujours. Et comment ça se passe pour vous, cette vie en communauté, cette vie en foyer ? Franchement, c'est chouette. Il y a quand même une bonne ambiance. Parfois, il y a des petites tensions, mais je pense que c'est normal, quoi. Les éducateurs sont toujours partants pour faire des activités. Surtout le week-end, parce que des fois, ça passe lentement. Et vous, de sortir avec votre fils, vous avez peur pour votre sécurité ? Oui, surtout le week-end. J'ai toujours peur qu'il nous croise. Chloé est au foyer Arabelle dans la plus stricte confidentialité. Et pour cause. Elle est menacée de mort par son ancien compagnon, le père de son enfant. Je ne redeviendrai jamais la personne que j'étais avant lui. Parce qu'il a détruit une grosse partie de moi. Je me reconstruis, j'apprends à vivre avec ce que j'ai vécu. Au foyer, vous voyez, il y a des enfants. Ils viennent me faire des câlins ou des choses comme ça. Et en vrai, c'est un peu une thérapie. Parce que du coup, j'apprends à qu'on me retouche sans me faire mal, quoi. Et les bruits aussi. Au début, je me rappelle que un verre qui tombe, tout ça, c'est... Tout de suite, mon cœur il palpite et j'ai l'impression qu'il est derrière moi et puis que les coups vont recommencer, quoi. Chloé a 21 ans quand elle tombe amoureuse de son ancien compagnon. Mais très vite, le rêve vire au cauchemar. Le contrôle, les menaces et la violence physique font partie de son quotidien. Je suis restée parce que j'avais peur et que lui il disait clairement que j'allais mourir si je partais. Donc j'avais peur de mourir. Puis après, plus le temps passait, moi j'avais peur de mourir parce que je savais que j'allais mourir. Que lui il allait me tuer. Donc ça partait un peu la peur. Il y a une emprise psychologique, même une emprise physique. J'ai jamais réussi à partir par à la naissance de mon enfant. Mais si je n'avais pas eu mon enfant, je pense qu'aujourd'hui je serais morte, quoi. On n'en parle pas assez. On n'est pas assez soutenu. Dans quel sens ? Dans les démarches, et puis on ne croit pas facilement. Moi, on m'a pas cru. Et j'ai dû me battre pour qu'on m'écoute et qu'on me croie. Elle s'enfuit avec son bébé de quelques jours. C'est le début d'une cavale, un jeu du chat et de la souris qui la pousse à déménager sans cesse. Mais à chaque fois, il la retrouve. C'est la peur au ventre qu'elle revient à Genève, la ville de son enfance, pour chercher de l'aide. Les nuits s'enchaînent dans les abris PC, parfois même dans sa voiture. À bout de force, elle pousse la porte de l'hospice général. C'était une assistante sociale d'urgence et... je la remercierai jamais autant parce qu'elle m'a aidé à trouver une solution tout de suite et elle m'a cru. Et elle a encore fait des heures supplémentaires pour trouver un logement pour moi, pour pas que je retourne dans l'abri PC ou que je dorme encore dans la voiture. Elle m'a trouvé un hôtel, donc on a passé 3 mois dans un hôtel à l'abri. Et ça fait du bien de se poser un peu. Mais 3 mois pour avoir une place dans un foyer, c'est long. Après 3 ans de fuite et d'errance, Chloé peut enfin poser ses valises pour quelques mois. Grâce à la sécurité du foyer, elle retrouve le sommeil et entame un suivi psychologique. J'ai parfois envie de
prendre mon indépendance et de reconstruire, enfin de refaire une vie quoi, avec mon enfant. Mais là, pour le moment, j'ai besoin vraiment de cette sécurité et de ce soutien. Tant qu'il n'y a pas de jugement, tant qu'on est en cours de jugement, ça fait 3 ans que j'attends une décision, c'est toujours repoussé. Et plus le temps passe, plus la justice classe des faits qui se sont déroulés. Parfois, j'ai même regretté d'avoir porté plainte parce que ça sert à rien presque, quoi. Et c'est dur mentalement parce que des fois, ils posent des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Par exemple, lors d'une séquestration, si monsieur avait bien fermé la porte, combien de tours il avait fermé, ou est-ce qu'il avait mis les clés. C'est difficile d'y répondre parce qu'il y avait le stress, c'est un homme qui me menaçait de mort, je n'ai pas eu le temps de regarder combien de fois il a fermé la serrure, quoi. Faire des déclarations sur des faits qui ont traumatisé, c'est des déclarations qui sont difficiles à faire. Et pour ça, il y a des techniques d'audition pour les personnes qui ont dû faire face à des traumatismes. Et c'est des techniques d'audition qui ne sont pas connues par l'intégralité des professionnels de la justice. Je pense qu'il y a un manque de formation de la part des professionnels qui doivent auditionner des personnes qui ont été victimes de violences. C'est le cas à la police et c'est le cas aussi au ministère public. Il n'y a pas d'obligation de se former à ces questions-là. C'est si le magistrat est intéressé à ces questions-là qu'il peut trouver des formations. Des formations, il en existe, mais ce n'est pas une obligation aujourd'hui d'être formé sur ces questions-là. Clara Schnevely est avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences conjugales. Elle connaît par cœur la complexité des procédures judiciaires et l'énergie qu'elle demande aux personnes victimes. Le but de la procédure pénale, c'est la condamnation de l'auteur. Et c'est vrai que la victime, la personne victime, son but, c'est pas toujours de condamner l'auteur. Souvent, son but, en faisant appel aux autorités, c'est que les violences, elles cessent, surtout, qu'il puisse aussi avoir un éloignement de l'auteur de son domicile, de l'endroit où elles se sont en sécurité. Pour permettre aux victimes de violences conjugales de rester à domicile, la justice peut prononcer une mesure d'éloignement contre l'auteur des violences. Seulement voilà, il arrive parfois que ces mesures ne soient pas suffisantes pour retrouver un sentiment de sécurité. C'est l'histoire d'Emma. Elle vit à la maison avec sa fille, dans la terreur, à cause du comportement instable et imprévisible de son ex-mari. La violence, elle est venue progressivement. On était mariés, j'attendais notre enfant. Et lui, il est entré dans des consommations de drogue. J'ai essayé de poser mes limites. Et puis, il faut savoir que dans ces moments-là, il y avait eu de la violence. Mais aussi, quand je lui demandais de quitter le logement, il le faisait. Les violences augmentent jusqu'à un coup de pied donné en pleine rue. Elle porte plainte et une mesure d'éloignement est prononcée contre son ex-mari. Il a donc l'interdiction de s'approcher d'elle. Quand j'ai porté plainte, la situation s'est péjorée. J'imagine que le fait que c'était plus avec moi qu'il pouvait négocier certaines choses rendait les choses difficiles à supporter pour lui et clairement pour moi les menaces ont augmenté. J'avais l'impression qu'il pouvait aller beaucoup plus loin dans les violences, dans des moments de consommation. Il est venu plusieurs fois à la maison, tambouriner à la porte, essayer de pénétrer dans la maison. Il a été vu à la crèche de ma fille. Tout ça avec une mesure d'éloignement. Évidemment, moi j'ai toujours fait ce qu'on me demandait, je crois. J'appelais la police venait et il ressortait. En tout cas, le lendemain, il était libre. En Suisse, il n'y a pas de surveillance active des auteurs de violences. La victime doit appeler la police quand l'auteur ne respecte pas la mesure d'éloignement. L'ex-mari d'Emma transgresse les interdictions à répétition et ne s'arrête pas là. Cette matinée-là, elle a même envisagé le pire. Par les messages qu'il avait envoyés, je savais qu'il était dans un moment d'instabilité et je me sentais menacée. Et puis en fait, je l'entends vociférer depuis la rue. En fait, je le vois depuis le balcon. Il arrivait rapidement, en faisant des grands gestes, en hurlant, on l'entendait de loin. Et moi, en fait, déjà avant même qu'il soit devant chez nous, j'ai déjà appelé la police, en fait. J'avais ma fille dans les bras. J'étais
terrifiée. J'étais tellement persuadée qu'il allait rentrer. De force. J'étais sur le balcon, en fait, en me disant que c'était le lieu le plus éloigné de la porte d'entrée. Et puis il y a un voisin, en fait, qui est sorti. Mais c'était un voisin du balcon d'à côté. Je lui ai demandé s'il rentrait, si je pouvais lui transmettre ma fille par le balcon, sachant que je le connaissais pas. J'avais peur qu'elle le voie me tuer. Et puis, donc voilà, ça cogne. Il y a le temps qu'il se passe pas mal de choses. La police arrive, 2 agents qui restent avec lui, un agent qui entre dans notre appartement où il y avait ma fille dans les bras, moi. Puis je lui explique en fait qu'il y a une mesure d'éloignement. Le droit de visite est suspendu. Puis les 3 agents ensuite discutent. Et puis l'agent me dit, mais écoutez, il a vraiment envie de voir sa fille. Est-ce que vous seriez d'accord au moins, maintenant qu'il est là, qu'il puisse se voir? Puis en fait, moi j'étais face à 3 agents de police qui étaient venus me sauver la vie. Donc on va devant la porte d'entrée, il le fouille. Il avait un couteau. Et on fait donc cette visite sur le palier de la porte. Donc ma fille, elle va vers lui, ils se font un câlin, elle revient vers moi. Et puis dès que ma fille revient vers moi, en fait, je la prends dans les bras. Et puis là, il me fait des menaces de mort, je vais te tuer, tu vas voir, dès qu'ils seront plus là. Il me fait le signe comme ça, comme s'il allait m'égorger, devant la police, avec le couteau à côté. Et voilà, moi je me rappelle que j'ai dit au policier, vous avez entendu, mettez-le dans le rapport. Puis il me disait, bien sûr madame. Il est reparti avec la police, mais le lendemain il était libre. Et qu'est-ce que ça a créé chez lui à ce moment-là, justement? Il pouvait tout se permettre. C'est juste un encouragement à revenir. Enfin, ça, pour moi, ça m'a mis encore plus dans l'insécurité. Il n'y a rien qui le freine. Il se rend bien compte, en fait, qu'il peut faire presque comme il veut. Qu'il y a si peu de conséquences. Nous avons pu consulter le rapport de police qui confirme cette visite organisée sur le palier de la porte par la police, malgré une mesure d'éloignement et une suspension du droit de visite. Pourtant, son ex-mari n'a pas été sanctionné. Il y a des situations où, malgré tous les leviers juridiques qui existent, on peut arriver parfois à ce sentiment en fait d'impunité. Il faut savoir aussi que les peines, au niveau pénal, elles sont pas très importantes, même en cas de récidive. Donc c'est vrai que parfois il y a des dossiers pour lesquels la solution juridique, elle n'apporte pas le sentiment de sécurité qu'il faudrait. Ça, c'est vrai. On dirait que je suis en sécurité avec mon petit boulot, ma petite fille. C'est pas mon sentiment et je pense vraiment que c'est pas le cas. S'il m'arrive quelque chose, je veux que ça se sache. Je veux qu'on sache en fait que j'avais fait les démarches. Je veux qu'on sache que j'avais tout fait pour me protéger. J'ai contacté les différentes autorités à plusieurs reprises. Chaque fois, c'est de l'énergie. Énormément. C'est des heures de travail en fait. Et il se passe rien. Et si moi, je peux pas en fait réussir à faire intervenir les autorités, alors que je suis francophone, je connais le système, j'avais des preuves, il y avait des aveux. Si là, le système ne fonctionne pas et n'est pas en mesure de répondre, quand est-ce qu'il le sera ? Certains auteurs de violences utilisent les enfants à travers les droits de visite ou la demande de garde pour nuire à la victime. Et encore aujourd'hui, la tendance des autorités reste de garder le lien entre les 2 parents, peu importe ce qu'il se soit passé. La prise en compte de l'enfant n'est pas au centre de ces préoccupations-là. Effectivement, on a un parent auteur de violence qui demande à voir ses enfants. De voir les enfants, c'est répondre aux besoins du parent. Et c'est pas d'évaluer le besoin de l'enfant. Et aujourd'hui, d'essayer de réinstaurer un droit de visite ou un lien avec l'auteur de violence sans aucune garantie que l'auteur des violences ait fait un travail sur ses comportements violents, pour moi, c'est pas prendre en compte les besoins de l'enfant. Comme si c'était pas possible de ne pas autoriser un droit de visite à un des parents. Contrairement aux victimes, les auteurs de violences consultent peu et sont souvent contraints par la justice de suivre une thérapie. Il y a une phrase toute simple qui dit que l'auteur fait partie des solutions.
On se rend compte qu'aujourd'hui, les moyens pour les auteurs sont assez limités et les actions assez faibles. Et amener l'auteur à la responsabilité de ses actes, c'est très compliqué parce que les dispositifs manquent, la prise en charge manque, et ça, c'est un gros souci. L'auteur, dans la plupart du temps, revient à domicile, revient vivre avec la victime. Donc là, il y a un gros travail à effectuer, de ne pas les laisser seuls et de pouvoir prévenir la récidive. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est difficile d'admettre qu'il faut prendre en charge les bourreaux pour protéger les victimes. Au foyer Le Pertuis, sur les 13 places disponibles, 3 sont prévues pour les personnes auteurs de violences. Cette cohabitation entre victime et auteur, ça paraît un peu étrange vu de l'extérieur. Oui, ça paraît étrange et c'est étrange, mais c'est unique aussi à Genève. On est les seuls à pouvoir accueillir les auteurs et les victimes. Alors, ce ne sont pas les auteurs des victimes qui viennent au foyer. Il faut des lieux pour pouvoir accueillir ces personnes qui sont sous le coup d'une mesure d'éloignement. Le fait d'avoir la personne auteur ici nous permet aussi de travailler quand même un bout, peut-être dans la remise en question de ce qu'il a fait. It's good if another professional help you to communicate with your wife. Mais dans la plupart des cas, c'est la victime qui porte tout et c'est elle qui doit quitter le domicile pour se protéger. Comment vous allez depuis votre séjour ici? Comment ça s'est passé? C'est étape par étape. Je peux récupérer mes filles, c'est le plus important pour moi. J'ai la garde à 100% maintenant, donc je suis très contente. Et voilà, je vis bien. Radia a été séparée de ses filles, puis hébergée au foyer Le Pertuis durant l'été 2024. D'arriver dans un foyer d'accueil comme celui-là, c'est souvent une arrivée en crise, une arrivée particulière. Donc je pense que c'est des moments effectivement qu'on n'oublie pas et on a cette responsabilité d'accueillir les gens le mieux possible. Ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais pensé que ça va un jour arriver dans ma vie. Donc c'était trop difficile au début, la première semaine. C'était trop difficile pour moi, je ne voulais pas parler. Je préférais le silence et rester dans ma chambre. Et après, voilà, donc j'ai commencé à parler avec Selena, avec les personnels. Et j'ai trouvé tout un espace pour moi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis en sortir peu à peu. Donc c'est grâce à tous ces gens-là. C'est ma deuxième famille, je le dis toujours, je le dis partout. Pertuis, c'est ma deuxième famille. De passage au foyer, elle reprend naturellement les gestes qu'elle avait l'habitude de faire. C'était votre endroit un peu, la terrasse? Oui. Oui, je lis beaucoup ici. Oui, j'aime bien faire la lecture et c'était mon endroit préféré. Merci. Cet accueil et cette chance que j'ai eue ici au Pertuis, ça m'a permis aussi, sur le plan psychologique, de m'en sortir plus rapidement et de ne pas tomber dans le piège de dépression. Radia est sur le chemin de la guérison et proche de retrouver son indépendance. Elle vit actuellement au foyer du Cœur des Grottes avec ses 2 filles en attendant de trouver un nouveau logement. Son souhait aujourd'hui, briser le silence sur les violences conjugales. Pour moi, c'est bien de montrer le visage, ça donne le courage pour d'autres femmes. Parce que stop, c'est un message pour dire stop à la peur. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur. Il faut vivre, il faut continuer. La vie, ça continue. Mais pour cela, il faut que les victimes puissent être en sécurité. Leur parcours reste encore trop pavé d'obstacles, les empêchant d'entamer une réelle reconstruction. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit protégé. Je pense que quand on est victime de violences conjugales, la seule chose dont on a besoin, c'est de se sentir en sécurité. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas que les gens soient surpunis. On demande juste de vivre. Et puis pour vivre, quand on n'a plus la sécurité, on vit pas. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir complètement en sécurité? Qu'il soit plus de ce monde. C'est horrible.
Mais c'est la vérité. Je pense que le seul moment où je serai libre, c'est quand il sera mort. Pas avant. Jamais avant. Je pense que s'il était encore vivant, j'oserais pas en parler. J'aurais peur de lui encore. J'ai eu peur jusqu'à la fin. Hein. En ce qui me concerne, je pense pas que je vais être guérie. Un jour. Ça peut s'adoucir, c'est tout. Mais non, je pense qu'il a quand même fait beaucoup de dégâts. Donc c'est difficile. Non, je pense pas que je vais oublier tout ça un jour. À moins que je perde la tête. Et que là, je serais heureuse. Complètement. Non, mais je suis même heureuse comme ça maintenant, en fait. De toute façon, je savoure ma solitude. Ouais. Ta liberté aussi. Ouais.